On est tous d'accord que les Lakers ne sont pas compétitifs tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Il leur faut un pivot rebondeur, défenseur au poste et protecteur de cercle. Ça fait beaucoup. Il leur faudrait un 3&D, un type capable de rentrer des tirs et de défendre correctement. Il ne doit pas forcément être en mesure de créer son propre tir, juste rentrer des tirs et défendre correctement les joueurs élites de la NBA qui sont sur les ailes. Je pense à Paul George, je pense à Harden, je pense à des joueurs comme Kawhi Leonard, même s'il est blessé pour l'instant, à Jason Tatum, à Kevin Durant, des joueurs de ce genre-là. Et puis, il faut pour les Lakers un playmaker, un point guard défenseur capable de rester devant les Joe Morant, les Steph Curry, des joueurs de cet acabit-là. Ça fait beaucoup de choses que les Lakers doivent changer. Aujourd'hui, nous allons parler de salaire et vous allez voir que c'est très difficile de pouvoir faire des trades et améliorer l'équipe des Lakers cette année. Pourtant, il va falloir vraiment le faire et j'ai une petite idée. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Parmi les intouchables, je dirais qu'il y en a deux. Bien sûr, les deux co-capitaines, les superstars de l'équipe, LeBron James et Anthony Davis. Commençons par LeBron James, qui est la figure de l'équipe, qui vient de signer un contrat de 2 ans avec une deuxième année en option pour le joueur. Eh bien, on voit que si on considère le Player Efficiency Rating, c'est-à-dire l'efficacité du joueur sur le terrain, on voit qu'il est placé à la 26e position avec un PER de 22,40 qui est juste après Donovan Mitchell et juste devant Jaren Jackson Jr. On voit qu'il est pas loin de Chet Holmgren, on voit qu'il est pas loin de Luka Doncic et de Steph Curry. La présence de JF ici pose question et qui permet en fait de nuancer un petit peu ce PER qui permet de mesurer l'efficacité du joueur sur le terrain. L'autre superstar de l'équipe, c'est Anthony Davis, qui a un PER de 30,25. Ça le place dans toute la ligue derrière Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Il est par exemple devant Karl Anthony Towns chez Gilgeous-Alexander. Et alors Robert Williams est 6e. On voit que ce joueur, quand il est sur le terrain, il est quand même très efficace. On en parlera peut-être dans la suite de cette vidéo. Donc ces joueurs-là, on ne les trade pas. Je considère qu'ils sont intouchables. Sauf si tu veux échanger Anthony Davis contre Antetokounmpo. À ce moment-là, il faut parler du fit. Est-ce que Giannis et LeBron, c'est mieux qu'Anthony Davis et LeBron au niveau de la complémentarité? Donc ça, ce sont des questions de coaching. Mais en tout cas, ces deux joueurs sont considérés comme étant des joueurs intouchables. Parmi les chouchous de cette équipe, est-ce qu'on va considérer Rui Hachimura? Personnellement, je mets Rui Hachimura dans cette catégorie parce que je pense que c'est vraiment le joueur qui peut être intéressant. Le profil est bon. C'est un joueur qui peut scorer dans les 3 secteurs du jeu. Il peut tirer à 3 points. Il peut être dangereux dans la raquette. Vous savez que mon idée d'une équipe, c'est qu'elle doit être remplie de joueurs qui sont capables de faire plusieurs choses. C'est ce que j'appelle des joueurs multidimensionnels. Et pour moi, lui, il en est un, même si sa défense n'a pas beaucoup progressé ces dernières années. Pour moi, c'est clairement un joueur intéressant. Maintenant, il lui reste 2 ans dans son contrat et sa productivité est de seulement 12,5. Et donc, je pense que c'est un cas qui peut se discuter. Mais en tout cas, moi, je le mets dans les chouchous. Dans les chouchous, il y a également Austin Reeves qui a un contrat assez abordable avec une efficacité de 15,1, ce qui le place en 4e position au niveau de l'efficacité. Il est désormais dépassé par un joueur comme Dalton Knecht. On en parle tout de suite. Un autre élément que je considère comme étant un chouchou, c'est Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt vient de prolonger son contrat avec les Los Angeles Lakers. Il vient de prendre 4 ans de contrat à près de 11 millions de dollars. Attention, c'est un chouchou, mais s'il n'arrive pas à revenir sur le terrain, il deviendra ce que j'appelle un contrat toxique. Attention, attention. Et alors, le 4e chouchou de cette équipe des Lakers,
c'est Dalton Knecht. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre son salaire et sa productivité. Voilà pour moi les 4 chouchous de cette formation des Lakers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si on fait un trade, on ne les inclut pas dedans. Sauf si le trade nous permet d'avoir une équipe qui est substantiellement meilleure. C'est-à-dire, si on peut arracher un Trae Young, si on peut avoir un joueur qui est une star ou une superstar, eh bien, on va pouvoir inclure ces joueurs dans le trade. Autrement, on ne le fait pas. Par exemple, on ne va pas mettre du Austin Reeves pour récupérer du Robert Williams. On ne va pas mettre du Austin Reeves pour récupérer du Walker Kessler. On ne va pas mettre du Austin Reeves ou du Dalton Knecht pour récupérer, par exemple, du Zach LaVine. Ça ne se fera pas. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. On peut éventuellement penser à bouger Jared Vanderbilt, mais pour ça, il faut que les clubs, il faut que les franchises le voient sur le terrain et voient ce à quoi ils peuvent s'attendre au niveau de sa santé. On peut éventuellement penser à bouger des joueurs comme Rui Hachimura, mais là encore, c'est compliqué parce que vous avez quand même un wing et l'équipe n'a pas beaucoup de wing, donc tu as intérêt à garder ce que tu as. Donc, Rui Hachimura et Jared Vanderbilt dans la NBA d'aujourd'hui, ils sont absolument essentiels. Alors, il faut bien comprendre aussi que les franchises vont réclamer du Dalton Knecht. Donc, ce sera aux Lakers de voir si ça vaut la peine, oui ou non. Il y a ensuite les salaires minimums. Il ne faut jamais sous-estimer leur capacité à faire basculer un trade. Dans l'équipe des Lakers, il y a très peu de salaires minimum. Il y a Christian Wood, Cam Reddish et Jackson Hayes. Attention, salaire minimum ne veut pas dire que c'est le plus bas salaire de l'équipe. Ça veut dire que c'est le minimum vétéran. C'est ce qu'on appelle le veteran minimum. Ça permet de prendre un contrat d'1 ou de 2 ans. Ça permet de signer un joueur qui est vétéran, c'est-à-dire qui a 3 ou 4 années dans la ligue. Un salaire minimum ne va pas vous permettre de faire des trades conséquents. Cependant, ça peut rentrer dans un trade plus grand et donner ce qu'on appelle un petit adoucissant, permettre de faciliter ce trade, sachant qu'il y a une forme de flexibilité qui est associée à ce genre de contrat, donc il ne faut absolument pas les sous-estimer. Il y a ce que j'appelle les contrats toxiques. Pour parler de contrats toxiques, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. D'abord, la longueur du contrat. 3 ans, 4 ans, en général, ce sont des contrats qui enlèvent de la flexibilité à la masse salariale. Ensuite, il y a le montant du salaire, c'est-à-dire le contrat sur 1 an. Et ça aussi, il faut voir par rapport à la productivité du joueur qui est le taux d'efficacité du joueur. Et selon ces critères, eh bien, il y a 4 salaires toxiques dans cette équipe des Lakers. D'abord, celui de Bronny James, on va y revenir, il ne faut pas se mentir. Celui de Max Christie, qui est toxique par rapport à sa productivité. Celui de Gabe Vincent, qui est également toxique par rapport à sa productivité. Et enfin, celui de Maxwell Lewis par rapport à sa longueur et la productivité également. On peut adorer LeBron James et reconnaître en même temps que Bronny n'a rien à faire dans la NBA. Et quand on regarde son contrat, on comprend. Alors, le garçon a signé un contrat de 4 ans avec une option sur la 4e année, une option du club. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui décide ou pas de le garder. En tout état de cause, le garçon a signé un contrat cette année où il va percevoir un salaire de plus de 1,1 million. Et l'année prochaine, ça augmente et ça va crescendo. 2e année, 1,9 million, presque 2 millions. Et la 3e année, on estime qu'à ce moment-là, il sera en mesure de produire. Et là, son contrat passe à 2,2 millions. C'est énormément de salaire pour un joueur qui, aujourd'hui, à l'heure où on fait cette vidéo, n'a pas sa place dans l'équipe des Lakers et n'a pas sa place dans la NBA. C'est un garçon qui n'a même pas pu s'imposer en G-League. Dès lors, là, il est out indéfiniment. Ça veut dire que LeBron a compris qu'il ne peut plus l'exposer. Peut-être qu'il va s'entraîner à huis clos. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que le contrat de Bronny James est l'un des plus nocifs de cette formation des Los Angeles Lakers, puisque vous ne pouvez pas trader ce contrat et il est dans votre comptabilité jusqu'en 2028 potentiellement. Sans doute que le club acceptera de prendre cette option en fonction de comment sera LeBron et quelle sera son attitude.
J'ose espérer qu'il n'imposera pas aux Lakers de re-signer Bronny parce que ça commence à devenir absolument clownesque. À côté de ça, vous avez le contrat de Max Christie, qui est un contrat de 4 ans à raison de 32 millions de dollars garantis et une play option pour la 4e année. Donc ça veut dire que le joueur a beaucoup de contrôle sur cette situation. Donc il est forcément dans notre book pour l'année 2028. Ça veut dire que si ce joueur n'arrive pas à produire sur le terrain, eh bien ça va être extrêmement compliqué de pouvoir le trader. Idem pour le contrat de Gabe Vincent. Je pense qu'on est à 1,5 million pour l'année prochaine. Et puis, le dernier que je peux considérer dans cette situation, c'est Maxwell Lewis. Encore 3 ans de contrat. Il avait signé en tant que rookie 4 ans de contrat et donc à presque 2 millions de dollars. Pour un joueur qui n'a absolument pas sa place dans l'effectif des Lakers et qui occupe un roster spot, eh bien, c'est très compliqué. À moins, encore une fois, qu'une équipe de la NBA voit le potentiel de ce joueur et se dise « Ok, je veux bien l'avoir ». Mais en tout cas, aujourd'hui, telle qu'est la situation, eh bien, c'est compliqué de pouvoir bouger ce contrat aussi. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que les Lakers n'ont pas beaucoup d'atouts en réalité. L'un des atouts que possèdent les Lakers, c'est D'Lo. D'Lo, pourquoi? Parce qu'il a près de 19 millions de dollars dans son contrat et c'est un contrat d'1 an. Ça veut dire que ce joueur, il peut ramener un gros morceau du côté des Los Angeles Lakers et l'équipe qui l'absorbe peut se dire que je me libère d'une masse salariale de près de 19 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Donc, grosse flexibilité. Et à côté de lui, l'autre, c'est JHS, Jalen Hood-Schifino, qui est à près de 4 millions de dollars et dont on sait que 2 de ces 3 ans ne sont pas garantis par l'équipe. Donc ça veut dire qu'il y a une flexibilité énorme. Ça veut dire que ce joueur, si on le prend aujourd'hui, on libère pratiquement pour l'année prochaine 4 millions de dollars de sa comptabilité. Et ça, ce n'est pas négligeable. Eh bien, mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous mentir. Eh bien, les Lakers ne vont pas pouvoir transformer leur roster pendant ces trades. Les Lakers n'ont pas assez de flexibilité au niveau salarial et au niveau contractuel pour pouvoir faire venir un joueur majeur. À moins de se débarrasser de certains des chouchous de cette équipe, par exemple un Austin Reeves. Je vous donne un exemple. Certains ont parlé de Jeremy Grant. Si vous voulez faire venir Grant, qui a près de 30 millions, eh bien, D'Angelo Russell et JHS ne suffiront pas. Les équipes adverses vont vous demander d'ajouter de l'Austin Reeves, d'ajouter un Hachimura ou alors un Dalton Keunig. Ici, pour avoir les 30 millions, les 18 692 000 ne seront pas assez. Il faudra ajouter un autre salaire, soit un Jared Vanderbilt, soit un Austin Reeves ou alors un Rui Hachimura. Et encore, il faut que l'équipe adverse réalise que le contrat d'Hachimura ne sera pas trop pesant dans sa comptabilité. Donc, ça va être compliqué. Jeremy Grant non plus, vous ne pouvez pas l'avoir. Et même si vous voulez avoir Robert Williams pour renforcer votre secteur intérieur, vous comprenez que vous n'allez pas pouvoir faire plusieurs moves puisque la seule flexibilité que vous avez, c'est celle que vous permet Russell. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous devez absorber un autre contrat en sortant de Portland. Il faut voir si l'équipe est prête à le faire. En tout cas, ce ne sera pas facile et les grosses rumeurs ne seront pas faciles à matérialiser. De même que si vous prenez la situation de Chicago, eh bien, même difficulté. Puisque si vous voulez prendre Zach LaVine, vous avez 3 ans à absorber et c'est 43 millions de dollars. Il est presque échangeable directement, salaire pour salaire, à Anthony Davis. Pour avoir les 43 millions de dollars, vous êtes obligé de mettre D'Angelo Russell et mettre un autre joueur qui est capable d'arriver à avoir un salaire qui est plus ou moins comparable. Puisque la NBA ne vous permet pas, par exemple, d'échanger 43 millions de dollars contre 20 millions de dollars. C'est pas possible. Donc, vous voyez que c'est très difficile d'avoir un joueur comme celui-là. Évidemment, pour faciliter cette trade, il faut ajouter des pics de draft. C'est ça qui va motiver les équipes adverses à faire affaire avec vous. Par exemple, en 2025, ils n'ont pas de premier choix. Ce choix est parti à la Nouvelle-Orléans, qu'il a envoyé du côté d'Atlanta. Et donc, les Lakers ne pourront pas sélectionner au premier tour en 2025. En 2026, ils ont leur pick, il n'y a pas de problème. Ils peuvent l'inclure dans un trade.
En 2027, ils n'ont pas non plus leur premier choix de draft, ils ont seulement un second choix. Par contre, en 2028, en 2029, en 2030, ils ont encore leur premier choix de draft. Et vous voyez qu'en 2030, ils ont également un deuxième choix de draft. En 2031, ils ont à la fois un premier et un deuxième choix de draft. À noter que les Lakers ne peuvent pas trader consécutivement leur premier choix de draft. Par exemple, ils ne peuvent pas inclure dans un trade le premier choix de 2028 et celui de 2029. Ils sont obligés de faire 2026, 2028 et 2030. Et garder les autres selon les lois de protection des franchises en NBA qui permettent justement de ne pas hypothéquer l'avenir de la franchise. Une fois qu'on a dit ça, je vois deux trades possibles. Celui qui permet aux Lakers de ramener un pivot lourd, c'est-à-dire Walker Kessler, en provenance de Utah, en échange de JHS. Et vous voyez que le trade, il est successful. Mais vous allez voir que les Lakers doivent ajouter des assets dans ce trade pour que Utah puisse l'accepter. Le deuxième est celui entre les Lakers de Los Angeles et les Nets de Brooklyn. Les Lakers enverraient D'Angelo Russell et Gabe Vincent vers Brooklyn. Et Brooklyn enverrait Schroeder et Finney-Smith en direction des Los Angeles Lakers. Et vous voyez que le trade, il est successful. Maintenant, pour que les équipes se mettent d'accord, les négociations se font autour des pics de draft. Bon, on va pas se mentir. Pour que cette trade puisse fonctionner, il faudrait que les Lakers aient beaucoup de chance. Au niveau des règles de la NBA, le trade est tout à fait valable, mais je ne suis pas sûr que Utah accepte si peu pour Walker Kessler, surtout que les Lakers ont grandement besoin de sa présence. En ce qui a trait au trade avec les Nets, il faut comprendre que le contrat de Vincent n'est pas si facile à bouger que ça. Les 2 années ne sont pas si lourdes, mais la production du joueur est très basse. Il faut aussi qu'il n'accepte qu'un seul choix de draft, celui de 2028, et pas un choix beaucoup plus récent. Ça aussi, c'est une négociation. Et c'est pour ça que j'ai mis 3 seconds choix de draft, afin peut-être d'adoucir le trade et d'amadouer un peu le front office des Nets. Problème, c'est que les Nets commencent à gagner. Ils viennent de battre coup sur coup le premier de la conférence Ouest, à savoir les Warriors, et avant eux, ils avaient battu les Kings de Sacramento. Dès lors, est-ce que cette équipe des Nets est vraiment en reconstruction? Je ne suis pas sûr. Donc vous voyez que tout ça est très fragile, et surtout ce que cela démontre, c'est que c'est très difficile de renforcer l'équipe des Lakers. Il faudra que cette trade se fasse, mais ce ne sera pas du tout facile. Il faut s'attendre à ce que les équipes demandent que Dalton Keunig soit compris dans l'un ou l'autre de ces trades. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la situation financière des Lakers et l'obligation pour eux de faire des trades qui valent la peine et qui peuvent aider cette équipe à se renforcer. À très bientôt pour une nouvelle émission. Les Lakers jouent ce soir face aux Suns de Phoenix. Mauvaise nouvelle, KD est de retour et Bradley Beal aussi. À très bientôt. Ciao.